Les adresses publiques sont utilisées pour se connecter à Internet, tandis que les adresses privées sont, eux, utilisées en interne pour l'entreprise. Dans les adresses IP privées, chaque hôte a besoin d'une IP unique. Les hôtes privés qui ne se connectent pas à Internet peuvent très bien utiliser n'importe quelle adresse du moment qu'elle n'est pas affectée à une autre machine. Il y a en tout 3 plages d'IP qui sont désignées pour une utilisation strictement en interne et donc privée. L'ensemble de ces adresses ne sont pas acheminées dans ce qu'on appelle le backbone Internet. Les routeurs Internet sont tous configurés pour éliminer toutes les adresses privées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas routables sur Internet. Dans un intranet privé, ces adresses peuvent très bien être utilisées, et c'est même plutôt conseillé, à la place d'adresses publiques. Et lorsqu'un réseau qui utilise des adresses privées veut se connecter à Internet, il faudra alors faire une translation des adresses privées en adresses publiques. Ce processus qui transforme les adresses privées en publiques pour pouvoir aller sur Internet s'appelle le NAT. Et le périphérique réseau qui s'occupe du NAT, c'est le routeur. Les adresses IP publiques sont utilisées sur des hôtes qui doivent être accessibles au public depuis Internet. D'ailleurs, la stabilité d'Internet dépend du fait que chaque adresse publique soit unique. Il existe un organisme qui veille à cette stabilité, c'est l'Internic. Aujourd'hui, ce nom a changé pour laisser place à l'IANA. C'est elle qui gère soigneusement l'ensemble des IP publiques pour s'assurer qu'il n'y a aucun doublon. Car une adresse publique en double entraînerait une énorme instabilité sur Internet. Pour obtenir une IP publique ou un bloc d'adresses, il faut se rapprocher de son fournisseur d'accès à Internet. Ou sinon, il faut prendre contact avec le LIR, car c'est eux qui peuvent obtenir des pools d'IP du registre Internet de sa région. Vous devez le savoir, avec la croissance rapide d'Internet, les adresses IP publiques viennent à manquer. C'est pourquoi de nouveaux mécanismes ont vu le jour, comme le NAT, ou bien le CIDR, ou alors le VLSM et aussi l'IPv6. L'ensemble de ces mécanismes ont été développés pour pallier au problème du manque d'adresses d'IPv4. Les petits réseaux utilisent en général des adresses privées, car elles offrent aux entreprises une grande flexibilité pour la conception de leur réseau. Cet adressage permet une administration plus pratique et une croissance plus facile. Mais par contre, avec des adresses privées, il n'est pas possible de surfer sur Internet. Et comme il n'y a pas assez d'adresses publiques pour équiper le réseau privé de toutes les entreprises, la seule solution, c'est d'utiliser un mécanisme qui permet de traduire les adresses privées en adresses publiques. Et c'est le NAT qui permet de faire cette translation d'IP. Depuis la création du NAT, les entreprises peuvent fournir à certains ou à tous leurs employés des adresses privées avec une possibilité d'aller sur Internet. Le NAT permet donc aux utilisateurs privés d'accéder à Internet en partageant une ou plusieurs adresses IP publiques. Pour comprendre le mécanisme du NAT, on pourrait le voir comme le réceptionniste d'une entreprise qui gère le numéro principal du standard. Si on appelle nous-mêmes depuis notre bureau un client et qu'on tombe sur son répondeur, on va alors lui laisser notre nom et lui demander de nous rappeler sur le numéro principal, celui du standard. On peut comparer ce numéro à l'adresse publique. Et lorsqu'il rappellera le standard, il dira au réceptionniste qu'il souhaite nous joindre en communiquant notre nom. Le réceptionniste vérifiera son annuaire de numéro et fera la liaison entre le nom et le numéro de poste. Alors le NAT n'est pas seulement fait pour surfer sur Internet. Supposons qu'on souhaite communiquer avec un autre réseau LAN et que ce réseau utilise le même plan d'adressage privé que le nôtre, ce qui arrive souvent lorsque deux sociétés fusionnent. Eh bien pour éviter des conflits, il faudra obligatoirement passer par le NAT. Il y a 2 types d'adresses importantes dans le NAT. On a l'inside local, qui est l'adresse d'un hôte sur le réseau intérieur, et on a l'inside global, qui est l'adresse traduite à l'intérieur de l'adresse locale. Dans le fonctionnement du NAT, le réseau intérieur est l'ensemble des réseaux soumis à la traduction. Et le réseau extérieur sont toutes les autres adresses qui sont habituellement des adresses valides situées sur Internet. Pour le NAT, Cisco a défini plusieurs termes qu'il faut connaître. L'adresse inside local, ce sont les IP attribués aux hôtes qui sont des adresses IP privées. Le terme inside signifie le réseau interne à l'entreprise. L'adresse inside global est la nouvelle adresse IP NATée de l'hôte pour pouvoir aller sur le net. Le routeur change l'adresse inside local par cette adresse inside global. C'est généralement une adresse IP publique. Il pourrait s'agir par exemple d'un serveur web.
L'adresse outside global est l'adresse IP qui réside dans la partie extérieure du réseau. Elle représente donc l'adresse IP de destination que l'hôte interne souhaite joindre. Et l'adresse outside local est l'IP externe de l'hôte de destination. En principe, elle est identique à l'adresse outside global. Alors pas de panique si vous n'assimilez pas encore ces termes, car dans la suite du cours, nous les retrouverons sur la configuration des différents types de NAT. Le NAT est divisé en 3 catégories pour des utilisations différentes. On a le NAT statique. Ici, une adresse IP locale correspond à une seule adresse IP publique. Ce type de NAT statique est particulièrement utile lorsqu'un périphérique doit être accessible depuis l'extérieur, comme un serveur web par exemple. Il y a le NAT dynamique, où plusieurs adresses IP locales correspondent à plusieurs adresses IP publiques. Ce type de NAT est utilisé par exemple lorsque 2 entreprises qui utilisent le même plan d'adressage privé fusionnent. Et on a le PAT, qui mappe plusieurs adresses privées vers une seule et même adresse publique en utilisant différents ports pour permettre de suivre la connexion. Le PAT est également connu sous le nom de NAT overload. C'est une forme de NAT dynamique. Il s'agit de l'utilisation la plus courante du NAT. On peut le voir partout, que ce soit en entreprise ou bien même à la maison. C'est ce qui est d'ailleurs utilisé sur les box Internet. C'est pour ça qu'on peut y connecter plusieurs PC, des tablettes, des téléphones et tout ça qu'avec une seule IP publique. Sur cette topologie, nous allons voir comment le routeur va traduire une adresse source privée en adresse publique avec du NAT statique. Le PCA, qui porte l'IP 192.168.0.1, veut communiquer avec le serveur web qui se trouve derrière Internet et qui porte l'IP publique 221.107.50.10. Le paquet va arriver sur le routeur et celui-ci va vérifier sa table NAT. Comme le routeur trouve bien une correspondance dans celle-ci, il va remplacer l'adresse source locale interne du PC, c'est-à-dire la 192.168.0.1, par l'adresse globale traduite en 218.115.20.2. Cette adresse est l'IP publique de notre routeur qui permet de surfer sur le net. Une fois la translation faite, le paquet sera envoyé. Ensuite, le serveur web va bien recevoir le paquet du PCA et lui répondra en utilisant l'IP publique de notre routeur en adresse de destination. Il s'agit donc de l'adresse globale interne. Et lorsque le routeur recevra ce retour du serveur web sur son interface externe à destination de la inside global, il consultera de nouveau sa table NAT et traduira la inside global en inside local avant de transmettre le paquet. La communication entre le PCA et le serveur web fonctionne correctement à travers Internet en utilisant du NAT statique. Le NAT statique, c'est un mappage 1 à 1 entre une adresse interne et une adresse externe. On peut comparer l'adresse interne à celle de notre PC à la maison et l'adresse externe, c'est l'IP publique de la box Internet, celle qui vous permet de surfer sur Internet. Le NAT statique fonctionne aussi en sens inverse. Par exemple, on peut mapper une adresse globale interne à une adresse locale, très utile pour un serveur web. Passons maintenant à sa configuration qui est relativement simple. Pour commencer, sur le routeur, on va configurer l'IP publique sur son interface côté Internet et on va taguer l'interface avec la commande IPNAT outside pour lui dire qu'elle est bien connectée vers l'extérieur du côté WAN. Ensuite, on configure une IP sur l'interface connectée au LAN local. On prend la 192.168.0.254 qui sera donc la passerelle par défaut de nos PC. Et on n'oublie pas de taguer cette interface en inside car elle est du côté LAN. Et pour finir, en mode de configuration globale, il ne reste plus qu'à utiliser la commande IPNAT inside source statique pour lui dire de translater l'IP interne, la 192.168.0.1, en IP externe, la 218.115.20.2. Pour vérifier les configurations NAT du routeur, il faut utiliser la commande show IPNAT translation. Avec cette commande, vous retrouvez les termes Cisco que nous avons vus dans le cours précédent. Ce qui est en bleu sont les numéros de port. Le port 23 est le port par défaut du protocole TCP et le chiffre 1021
est un numéro de port aléatoire qui permet de marquer le paquet. Le NAT statique permet un mappage permanent entre une adresse interne et une adresse publique. C'est de la translation de 1 à 1. Et le NAT dynamique permet de traduire des IP privés vers des adresses publiques qui proviennent d'un pool d'IP. Sa configuration diffère un peu du NAT statique, mais il y a tout de même beaucoup de similitudes. Comme pour le NAT statique, il faut identifier chaque interface comme une interface intérieure, dit inside, ou extérieure, dit outside. Et ensuite, plutôt que de créer une carte statique d'une seule adresse IP, la translation se fera sur un groupe d'adresses internes globales. Pour voir comment le NAT dynamique travaille, on va se baser sur la même topologie et analyser les différentes étapes. Ici, les deux PC de gauche qui portent une IP privée souhaitent communiquer avec le serveur web à droite qui a une IP publique. S'il n'y a pas de NAT statique de configuré, alors le routeur traduira dynamiquement les adresses des deux PC. Car si les deux sont configurés, le NAT statique sera toujours prioritaire au NAT dynamique. Ici, le routeur sélectionne donc une adresse globale à partir d'un groupe d'IP qui aura été créé et il fera la traduction. Il choisit l'IP 218.115.20.1 pour le PC A et la .2 pour le PC B. Le masque de notre réseau public est un /27. On peut donc utiliser la plage IP de .1 à .30. Le .0 est l'adresse réseau et la .31 est l'adresse de broadcast. Ce sont deux adresses que nous ne pouvons pas attribuer à des hôtes. Le routeur remplace donc l'adresse source locale interne des deux PC par une des adresses globales translatées et envoie le paquet. Ainsi, le serveur web peut recevoir les données sans problème. Et s'il souhaite leur répondre, alors il utilisera leur propre adresse de destination interne globale. Et lorsque le routeur reçoit les paquets avec les IP globales internes, il recherchera la traduction dans sa table NAT et translatera de nouveau les IP avant de les transférer vers les PC. La communication entre le serveur web et les PC fonctionne correctement. Voyons maintenant la configuration du NAT dynamique. Tout d'abord, il faut commencer à créer une access list pour désigner le réseau qu'on souhaite translater. Ici, ce sera le réseau 192.168.0.0/24. Ensuite, il faut définir le groupe d'adresses IP avec la commande ipnatpool. À la place du nom du pool en bleu, il faut choisir le nom qu'on souhaite lui donner. Dans l'exemple, on utilisera toute la plage IP publique, au total 30 IP. Ces deux commandes sont à faire dans le mode de configuration globale. L'ACL ne doit comporter que des permissions pour le NAT, car si à la fin de l'ACL vous faites un permit any qui autorise tous les paquets, alors le protocole NAT provoquera une forte consommation des ressources du routeur, ce qui causera beaucoup de problèmes sur le réseau. Pour rappel, à la fin de chaque ACL, il y a implicitement une ligne qu'on ne voit pas, qui est un deny any. Comme pour le NAT statique, il ne faut pas oublier de taguer nos interfaces en entrée et sortie. La commande ipnatinside marque l'interface comme étant connectée au réseau intérieur. Et le ipnatoutside marque l'interface connectée au réseau extérieur. Et pour finir, toujours en mode de configuration globale, il faut établir la translation dynamique des IP sources en spécifiant l'ACL et le pool d'adresses avec la commande ipnatinside. Et comme pour le NAT statique, la commande showipnat_translation permet d'afficher les NAT actifs. L'une des principales formes du NAT est le PAT, qui se fait aussi appeler overload. Ici, plusieurs adresses locales internes peuvent être traduites en utilisant le NAT dans une ou plusieurs adresses globales internes. La plupart des box Internet à domicile fonctionnent en PAT. Le fournisseur d'accès à Internet attribue une adresse à la box qui fonctionne comme un routeur et plusieurs personnes peuvent surfer sur Internet à partir d'une seule et même adresse. Avec le PAT, plusieurs adresses peuvent être traduites en une ou plusieurs adresses grâce à un numéro de port TCP ou UDP qui seront attribués automatiquement et aléatoirement sur chaque adresse privée. Sur cette topologie, les deux PC utilisent la même adresse publique pour communiquer avec le serveur web. Ce sont les numéros de port TCP qui permettent de différencier les paquets du PC A de celui du PC B. Avec ce système, de nombreux hôtes internes peuvent partager la même adresse globale interne
en utilisant de nombreux numéros de port. Pour la configuration du path, et comme toutes sortes de NAT, il faut taguer nos interfaces en entrée et sortie. Ensuite, comme pour le NAT dynamique, il faut créer une access list pour définir les adresses locales qui pourront être translatées. Et pour finir, il faut indiquer au routeur de translater notre access list à travers notre interface de sortie, la Fast Ethernet 01, avec la commande ipnat inside. Ne pas oublier le petit mot overload à la fin de la commande. Et comme pour tous les types de NAT, la commande de vérification est identique. C'est show ipnat translation.